La parole maintenant aux opposants au régime iranien. On a le plaisir ce soir d'interroger Marjane Abadi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes psychothérapeute, autrice et cofondatrice du collectif Cyrus. Alors, votre ressentiment d'abord sur l'hypothèse d'un accord. C'est vrai qu'on reste en conditionnel évidemment, mais est-ce que vous diriez que si on va dans ce sens, c'est une erreur historique ou bien c'est la suite d'un poker menteur, rien n'est joué pour ce régime et pour la région? Bonsoir. Je n'ai pas la possibilité de savoir si c'est un poker menteur ou pas, mais par contre, je peux dire à quel point cette perspective est vécue comme une catastrophe par une grande majorité des Iraniens. Comme un abandon du monde libre, comme une trahison et une catastrophe humaine. Il faut s'attendre à ce que s'il y a de tels accords, il y a un bain de sang dans les prisons et en dehors des prisons qui sera équivalent de ce qui s'est passé en janvier passé. Ouais, donc on comprend votre inquiétude. Vous direz que Donald Trump, s'il fait ça, est en train de donner une assurance vie au régime? Écoutez, je pense qu'il y a vraiment un problème de compréhension du logiciel de ce régime. C'est-à-dire, si euh, vous pensez que en ayant un accord, ils vont changer de logiciel, c'est une erreur. On voit bien depuis 47 ans, ils promettent des choses qu'ils ne tiennent pas. Avant d'arriver au pouvoir, ils promettaient qu'ils allaient être dans les lieux religieux et jamais ils s'impliqueraient dans le pouvoir, les mollahs. Ouais. Ils avaient promis que les femmes ne porteraient jamais de foulard. Ils promettaient que la pratique de la parole politique serait libre. Donc, ne serait-ce que ça. Ouais. Combien de fois ils ont promis qu'ils n'enrichiraient pas l'uranium? Encore hier, il y a le président iranien qui disait nous tiendrons parole alors qu'ils sont pris la main dans le sac et avec de l'uranium enrichi à 60%, ils continuent à dire qu'ils abordent la question de l'uranium sous l'aspect civil. Et donc peut-être Donc, une dissonance cognitive entre la mentalité occidentale et la mentalité des ayatollahs. En quelques mots, on vient de parler de la pression économique sur le régime. Est-ce qu'il faut poursuivre sur cette voie, au moins en attendant, si on veut espérer un jour faire vaciller les ayatollahs? Merci pour cette question. En fait, je pense qu'il y a un réel problème de logiciel de compréhension de la République islamique et des gardiens de la révolution. Les pressions économiques qui sont exercées en coupant les routes de l'exportation de pétrole, euh, ça pourrait être efficace pour un gouvernement qui a pour objectif de nourrir sa population. Or, les gardiens de la révolution n'ont pas cet objectif-là. Donc, ils ont déjà trouvé énormément de routes secondaires pour pouvoir trouver de l'argent. Je vous en cite trois. La première, c'est qu'ils se sont mis depuis très longtemps à fabriquer du Bitcoin, à telle enseigne que les hôpitaux et les maisons en Iran n'avaient pas d'électricité. Et le seul moment où on avait plus d'électricité, c'était pendant la guerre de 12 jours, quand ils ne pouvaient pas extraire du Bitcoin. Deuxième route, c'est les pays comme Qatar qui vend le gaz iranien pour un prix qu'on ne sait pas, sur un marché qui n'est pas sanctionné, et l'argent va directement vers les gardiens de la révolution. Troisième route, c'est, d'après mes informations, il y a des pétroliers irakiens qui embarquent du pétrole iranien et le vendent. Les gardiens de la révolution estiment que l'Iran est un butin de guerre et il faut l'exploiter pour leurs objectifs. Et il y a un autre aspect qui est extrêmement important, c'est qu'ils se sont diversifiés en bons mafias dans le monde entier. Ils possèdent même des casinos et d'autres activités qui seraient au regard d'Islam complètement illégales. À cette enseigne, vous avez les livres de Jean-Pierre Montanelli et Emmanuel Razavi qui décrivent très bien les dessous de cette affaire mafieuse qui sont les gardiens de la révolution. Alors, en tout cas, et si vous me permettez, oui, j'aimerais finir avec ce que j'estime nécessaire pour qu'on puisse couper l'herbe sous les pieds de ces gens-là, c'est mettre sous sanction les personnes qui, en Europe et ailleurs, leur servent de relais, et mettre sous sanction les
les entreprises qui travaillent avec ces gens-là. Donc aller plus loin parce qu'effectivement il y a des chemins de contournement et un régime qui a appris à s'adapter, on le comprend bien, à ces sanctions. Merci beaucoup Marjane Abadi d'avoir répondu à nos questions ce soir.